Bonjour, merci d'assister à ce live Studirama en présence aujourd'hui de Francis Bécard. Francis Bécard, vous êtes directeur du groupe ESC3 et l'auteur de l'ouvrage Le groupe ESC3 et le droit à l'expérimentation, dans lequel vous couchez, Monsieur Bécard, 10 ans, plus de 10 ans d'expérience à la tête de ce groupe et vous avancez 30 propositions assez innovantes et pertinentes sur ce que devrait être demain l'enseignement supérieur. Les premières propositions portent sur l'entrepreneuriat, c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Vous avez toujours voulu insuffler l'esprit entrepreneurial à vos étudiants. Le groupe ESC3 est à l'origine d'une opération comme un jour, un patron, un étudiant, je l'ai mis dans l'ordre. Merci de nous présenter votre ouvrage et de nous parler de ce qui vous tient à cœur sur l'entrepreneuriat et d'autres propositions sur d'autres thématiques. Merci à vous de me recevoir surtout. L'ouvrage a plusieurs raisons d'exister. La première, c'est effectivement, on a choisi une voie un peu différente de ce qu'il y avait de commun et de connu dans l'enseignement supérieur de gestion et de commerce, tout en essayant de respecter au maximum les codes de cet univers, mais quand même c'est différent, donc je voulais l'écrire et le dire. J'ai préféré le dire après l'avoir vécu que le dire avant de le vivre. C'est peut-être là la grande différence aussi, c'est que c'est 10-15 ans d'expérience qu'on a consolidé, dont on obtient les résultats et qu'on mesure qualitativement et quantitativement, donc on a décidé de le révéler à d'autres dans un double esprit. Le premier, de le soumettre à critique, parce que ce sont des idées en prospective, donc il y a sans doute des critiques intéressantes à recevoir pour les enrichir. Et la deuxième chose, parce que pourvu que ceux qui ont envie de s'en inspirer s'en inspirent, ça nuira pas de développer les traits de caractère de notre école dans d'autres sites français ou étrangers. Ça me gêne pas du tout que ça soit copié et multiplié. Et puis je devais bien ça à mes équipes parce que tenter quelque chose en rupture dans l'enseignement supérieur, c'était pas si évident. Donc c'est 10 à 15 années de combat assez difficile, tel que quand on parle de transversalité de l'enseignement, on sait bien faire des silos, mais on sait pas trop les rendre poreux en France. Je donne quelques exemples dans l'ouvrage. Les bacs S qui côtoient les bacs pro toute la semaine pour des cours en commun, je ne connais pas de site, il y en a peut-être. Et puis des écoles d'ingénieurs qui travaillent avec des facs de médecine ou des facs de droit, c'est pas si répandu non plus, donc il faut le multiplier vite. Ensuite, l'entrepreneuriat, eh bien écoutez, s'il y avait un tempérament entrepreneurial inné en France, peut-être qu'on aurait moins de soucis avec l'économie aujourd'hui. Donc peut-être qu'il faut l'insuffler un peu plus fort encore et commencer à considérer quels sont les obstacles. Et puis la troisième dimension qui est l'intégration sociale. Je pense qu'on a vu des événements récents où on demandait aux étrangers diplômés de repartir dans leur pays même s'ils portaient un projet de création d'entreprise. C'est dommage quoi. Moi j'aurais tendance à dire restez surtout. Développer votre activité économique ici, créer de la richesse et de l'emploi. Mais non, nous on n'en voulait pas. Donc c'est étonnant des réactions comme ça. Je pense qu'il faut... voilà. Et nous, on a choisi l'inverse, le contre-pied. J'ai 40 nationalités différentes dans l'école. Je m'en réjouis. Dans ceux-là, il y en a qui portent des projets de création d'entreprise au sein de l'incubateur. Bravo. Ils pourraient le faire dans leur pays, ils le font chez nous, c'est quand même sympa. Ensuite, on a intégré une école de la deuxième chance. C'est-à-dire des mômes qui, à 16 ans, ont quitté l'école sans aucun diplôme, sans aucune qualification. Bon, on peut facilement passer à côté en fermant les yeux et puis regarder de l'autre côté de la rue pour voir les post-bac ou les hyper-diplômés. Je pense qu'il faut s'occuper d'eux. Je pense qu'on ne peut pas... nous, les grandes écoles, avons une responsabilité de formation de jeunes dirigeants qui, je l'espère, ont eux-mêmes une responsabilité sociétale plus développée. Et enfin, dernier point, quand je vois mes jeunes de l'école supérieure de commerce travailler avec l'école supérieure de design, je me dis que là, on a fait un bond en avant. Parce que quand même des vraies questions à se poser sur l'industrie française. Je prendrai qu'un exemple. On a de très bons ingénieurs, on a de très bons designers, on a de très bons managers, mais quand est-ce qu'ils vont bosser tous ensemble pour faire un produit qui se vend bien ? Vous avez toujours favorisé ce rapprochement de toutes les cultures, le design aujourd'hui avec le commerce, le tourisme, puisque vous avez une école de tourisme. Très tôt, vous avez eu des doubles diplômes avec l'université, vous en avez avec l'UTT en l'occurrence. Très tôt, vous avez rassemblé tout le brassage de ces compétences, si je puis dire. Pourquoi aujourd'hui ça devient très probant? On a besoin de faire travailler ensemble les ingénieurs et les managers, parce que vous avez instauré très très tôt. Et pourquoi seulement réaliser que c'est nécessaire?
Alors ça, je ne sais pas vous dire pourquoi seulement réaliser, parce que précisément, on l'a réalisé avant. Alors peut-être un parcours atypique, c'est-à-dire que je viens du monde industriel et j'étais de l'autre côté de la barrière où j'employais des jeunes, où je travaillais avec des équipes pluridisciplinaires et je me rendais compte que personne n'avait véritablement estimé la valeur de l'autre dans un projet. Donc chacun cherchait plus à s'approprier le projet avec ses propres qualités qu'à essayer d'exploiter ou de valoriser les qualités des autres pour enrichir le projet. Donc peut-être c'est ce qui m'a inspiré en disant, puisque maintenant j'ai les manettes de la formation, il faut vite que je change le mode de fonctionnement, il y a un vrai problème, quoi. Et la deuxième raison, je pense que le premier projet qu'on a accompagné au sein de l'école, qui est un peu connu des jeunes, c'est Coyote. Et Coyote n'a réussi, c'est une fabuleuse bonne idée de Fabien Pierlot, qui est un élève de notre école, fabuleuse bonne idée, qui part d'un besoin de marché au départ, puisque tout le monde en a marre de se faire prendre des points au radar, donc autant éviter de se les faire prendre, ça part de l'idée. La deuxième chose, il faut une réalisation technologique de haut niveau, puisqu'on combine GPS, GPRS et GSM. Ces trois technologies qu'il faut combiner dans un même matériel. Et ensuite, on se rend compte que les clients qui l'achètent ont plutôt des belles voitures que des petites voitures peu luxueuses. Donc autant que l'écran soit beau, quoi, parce que sinon le gros truc moche qui nous avait sorti au départ, là, très vite, ça lassait les gens qui avaient des belles voitures. Donc ça combinait tous ces talents. Pour resituer à nos internautes, on va être très clair, Coyote est un produit, on le sait tous, les petits radars, les avertisseurs de radar. Un avertisseur de zone accidentogène, hein, c'est le propre de Fabien, c'est qu'il sert à prévenir des zones accidentogènes. Après, il peut avoir d'autres usages, comme effectivement signaler les radars, mais c'est déjà une dérivée. Mais Fabien Pierlot est un ancien de l'ESC3, entré dans votre école et a créé son... Alors, cette entreprise, il l'a créée chez vous? Alors, il l'a créée pendant son cursus en termes d'idées, puisque Fabien était... Là encore, il y aurait des réflexions à conduire, on y travaillera, mais pourquoi on est plus créatif ou plus académique? Mais ce n'est pas forcément lié, donc il faut être prudent dans les formations. Donc Fabien était un créatif, et malheureusement, comme beaucoup de projets entreprises, il a planté le premier projet qu'il avait en tête, mais là encore, ce n'est pas grave. Enfin, je pense qu'en France, il faut qu'on fasse... On a tellement appris au travers de l'école qu'un échec est dans la création d'entreprise, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Il faut l'admettre. Donc il a rebondi. Et le deuxième, c'est le fabuleux succès que tout le monde connaît, puisque c'est une entreprise qui fait un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros, qui emploie une centaine de personnes en France, sans compter qui fait fabriquer les boîtiers en France. Donc il y a des personnes indirectement employées, mais qui en vivent. Et puis je crois qu'il a atteint le million d'abonnés. C'est un succès extraordinaire. D'ailleurs, je pense que c'est parmi les plus belles success stories de création d'entreprise des élèves issus de SC en France. Alors, à la 3, vous avez une technopole qui favorise aussi le rapprochement des entreprises d'une part. J'ai une question Padji, qui demande c'est quoi un incubateur? Un incubateur, c'est un endroit où on favorise l'éclosion d'un projet d'entreprise. C'est-à-dire qu'un jeune qui a une idée, souvent il est isolé. S'il reste chez lui, il est très isolé. Parce qu'avoir une idée et en faire une entreprise, c'est comme il faut être honnête, c'est un chemin de croix au départ. C'est pas si évident que ça. Il faut étudier le concept. Est-ce que le concept est pertinent ou pas? Est-ce qu'il est innovant ou pas? Est-ce qu'il y a une concurrence? Et si oui, où? Ensuite, il faut créer sa société. Quelle forme juridique je crée? Il faut lever des capitaux. Parce qu'on peut avoir une très bonne idée, pas avoir d'argent, ça n'exclut pas de créer une entreprise en France. Ça, faut le dire aux jeunes. C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on ne peut pas créer une entreprise. Si on ne peut pas créer une entreprise, c'est parce qu'on a une mauvaise idée. Mais moi, quelqu'un qui n'a pas d'argent, il ne me gêne pas du tout, hein, pourvu qu'il ait une très bonne idée. Et il faut lever des capitaux. Donc, dans un incubateur, par exemple, très souvent, on adosse un club de business angels, c'est-à-dire des gens qui ont gagné beaucoup d'argent et qui sont prêts à l'investir dans la création d'entreprise, d'autres à nouveau. Et puis, il faut surtout accompagner au quotidien, parce que dans les caps à franchir, il y en a des très difficiles. Moralement, ce n'est pas tout à fait les 35 heures par semaine avec les 10 semaines de congés payés, hein, création d'entreprise. Le début, c'est un peu le parcours du combattant. Donc, il y a des baisses de morale. Donc, le fait d'être dans une structure d'accompagnement, ça fait qu'il y a toujours quelqu'un d'autre qui est là pour remonter le moral, pour échanger, pour aider sur une autre solution. Et quand vous créez votre boîte, très souvent, vous êtes bon dans un domaine. Il vous manque les autres domaines de compétences. Je vais prendre un exemple concret. Quand on a fait une ESC, on est très bon en gestion.
Mais quand il s'agit pour Fabien Perlot de créer un boîtier électronique composant les technologies que j'ai évoquées tout à l'heure, là, vaut mieux un ingénieur. Quand même. Ça devient mieux. Et dans un incubateur, mais vous avez la chance d'avoir un incubateur transversal, comme on a à Troyes dans l'Aube. Vous avez des jeunes de l'école du design, des jeunes de l'UTT, des jeunes de l'EPF, des jeunes de Supinfo, des jeunes de l'IUT, des jeunes BTS, des jeunes de l'ESC. Il y a toujours un copain pour vous aider. Quand vous n'y arrivez pas, il y a toujours quelqu'un qui dit je vais passer 3 heures avec toi. Combien il y a d'élèves de l'école supérieure de design qui consacrent du temps bénévolement le soir ou le week-end à des jeunes ingénieurs qui ont un prototype sympa, mais pas joli, hein, et pas adapté en termes d'usage, pas adapté à un public précis. C'est-à-dire qu'il est évident qu'on ne fait pas le même objet selon qu'il est destiné à tel ou tel public. Donc voilà, ils s'aident entre eux et un incubateur permet tout ça à la fois. Donc je conseille à n'importe quel étudiant qui a un projet de création d'entreprise, d'abord d'aller vers un incubateur. Très souvent, ce sont des structures hyper confidentielles. Donc on peut révéler un certain nombre d'informations sans avoir peur de se les faire détourner. Et ensuite de s'y intégrer parce que ça veut dire pas de loyer. Les loyers sont gratuits. On ne va pas commencer par prendre de l'argent tant qu'il n'en a pas gagné. Des structures d'accompagnement, nous dans l'Aube, on met dans l'incubateur, il y a des avocats, des experts comptables, des ingénieurs en protection intellectuelle qui interviennent gracieusement pour accompagner un créateur. Donc quand il n'y a pas... Le but de l'incubateur, c'est de faire en sorte que le projet, je vais être brutal, mais soit avorte, soit grandisse. Avorte, c'est quand il n'est pas bon. Imaginons quelqu'un qui a un projet qui est contraire à la loi. Il y a peu de probabilité que ça fonctionne. Ou alors qu'il est excellent, il faut l'accélérer très vite pour être le premier sur le marché. Il ne faut pas perdre de temps. Aujourd'hui, entre protéger une invention et la mettre très vite sur le marché, moi je conseille de la mettre très vite sur le marché. Parce que la protéger, il faut pouvoir défendre son brevet derrière. Quand il y a une multinationale au Japon qui commence à se lancer dans le produit, c'est plus dur à défendre sur sa protection. J'ai justement une question de Sacha. Et Sacha nous dit, j'ai un profil de créateur d'entreprise. J'aimerais créer mon entreprise, mais je souhaiterais intégrer une école de commerce. En tenez-vous compte lors des oraux, parce que j'en parlais aux oraux, et c'est vrai que lorsque vous recrutez, notamment pour le programme Grande École, vous êtes en phase de sélection actuellement, vous allez avoir les admissibles, vous allez recevoir les admissibles. Est-ce que vous en tenez compte au cours de l'entretien? Est-ce que comme ce candidat, il a intérêt à en parler? Alors, je vais répondre 2 choses. La première, à l'oral, en général, il faut parler de ce qu'on aime, de ce qui nous passionne, mais il faut choisir l'école en fonction de ce qu'on aime. Parce que s'il y a une école qui est spécialisée dans tel domaine et qu'on parle de tel autre, c'est sûr que le mode de sélection n'est pas gagné d'avance, quoi. Ensuite, s'il vient à l'ESC3, c'est évident qu'il faut en parler. Pour 2 raisons. La première, parce que c'est notre cœur d'essence, c'est notre cœur de vie. Je considère que quelqu'un qui a... Il faudrait travailler avec lui, ce serait intéressant d'échanger avec lui sur un profil d'entrepreneur. Oui, il y a des profils d'entrepreneurs. Il y a des gens qui ont un profil avec des prérequis intéressants. Donc, 1, il faut qu'il en parle. 2, on développe pour la rentrée de septembre un M2, c'est-à-dire la 2e année du master spécialisé entrepreneuriat et innovation, avec l'école, l'EPF, l'école d'ingénieur qui est à Troyes. Donc, on développe un nouveau diplôme. Donc, il a intérêt en plus à choisir cette filière. Et il nous faut des profils comme ça. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est des gens qui vont avoir fait une prépa, parce qu'on sait qu'ils ont un socle académique, ils sont appris à bosser. Un entrepreneur, il faut qu'il soit bosseur. Voilà, ce n'est pas 35 heures par semaine, c'est une capacité de travail. Il faut qu'ils aient un socle de culture et académique intéressant. Et puis après, il faut qu'ils aient un tempérament. C'est pour ça qu'il y a aussi des entrepreneurs chez les autodidactes, parce que c'est surtout un tempérament. Et alors, quand ils ont le tempérament plus le socle, ben, c'est plus facile pour tout le monde. Ça veut dire que vous allez les accompagner pendant toute la durée du cursus sur leur projet parce que ce Master 2, il faut quand même attendre 2 ans. S'ils ont une idée qui doit aboutir immédiatement, est-ce que vous allez les accompagner, les aider Je donnerai un double conseil. Premièrement, il faut faire son diplôme. Il faut travailler en parallèle, mais je conseille à n'importe quel jeune qui a la capacité intellectuelle aujourd'hui d'aller jusqu'au bac+5 et de ne pas arrêter en route pour créer son entreprise. Ça peut se faire en parallèle, il faut juste être un peu courageux. Et bien évidemment, dès qu'il rentre chez nous, l'incubateur s'intéresse aux premières années de SC.
C'est-à-dire que dès lors qu'il est en première année, le soir, le jeudi après-midi quand il n'a pas cours, le samedi et le dimanche, il peut aller à l'incubateur. Il peut y aller en première année, il aura la structure d'accompagnement. Sauf qu'en M2, en dernière année de master, là, il peut y passer quasiment à temps plein sur son projet. En ayant les cours qui adossent et qui règlent les problématiques du projet, au fur et à mesure. Donc là, en M2, il ne sera qu'avec des gens porteurs de projets. Et justement, je voudrais juste revenir à une première question qui nous a été posée. Bonjour Monsieur Bécard, pourriez-vous nous donner les atouts de la capitale historique de la Champagne afin d'inciter les étudiants à rejoindre votre groupe? Alors, il y a un incubateur, une technopole, manifestement 3 bougent. Quels sont les atouts Moi, je vais répondre sous forme d'anecdote parce que je crois que sinon n'importe quelle ville a des atouts, d'abord, premièrement. Je ne pense pas qu'on en ait plus, on n'en a pas moins non plus. Et si François Baroin, à 28 ans, s'est intéressé à Troyes pour devenir le maire de Troyes et ensuite le ministre de l'économie qu'on a connu, c'est que la ville doit avoir quelques attraits quand même, parce que sinon, à 28 ans, il serait allé ailleurs. Donc, vous avez sa ville, vous attendez d'ailleurs je pense que quand il y a une personnalité de cette envergure intellectuelle et de niveau de responsabilité qu'il a, certainement pas les plus hautes, je pense qu'il y en a d'autres qui viendront plus tard, mais en tout cas, le ministre de l'économie a choisi de s'investir à Troyes. Je ne vois pas comment un jeune sensiblement du même âge devrait avoir quelques réticences. Alors après, je peux ajouter que effectivement, l'environnement de l'enseignement supérieur a un avantage important à Troyes, c'est que comme la ville est petite, il y a 70 000 habitants, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Parce que l'enseignement supérieur est un élément moteur de la ville. Donc l'étudiant, il devient un élément moteur de la ville. Il n'est pas seulement passif et spectateur, il est actif dans la ville, il est proactif, l'étudiant. Il est considéré parce que dans une ville de la taille de Troyes, avec un maire comme on connaît, ou même Philippe Annaud, le sénateur président du Conseil général, très investi dans l'enseignement supérieur au Sénat, ben, les étudiants sont au centre des préoccupations des hommes politiques. Ce n'est pas anecdotique, c'est une préoccupation majeure. Donc l'étudiant est quelqu'un d'important. Donc ce qui fait que voilà, c'est une vie où il peut s'investir, où il peut construire, où il peut bâtir. Et puis après, 10 000 étudiants, il y a de quoi s'amuser déjà. La dynamique étudiante passera à 10 000 dans les temps qui viennent. Vous citiez des écoles. L'EPF s'est installé il n'y a pas longtemps, école d'ingénieurs. Vous n'étiez que 2 en fait, l'ESC, l'UTT. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'établissements d'enseignement supérieur qui s'installent. L'antenne de Reims, l'université va développer aussi des filières et tout le monde compose ensemble. Donc c'est un gros effort en faveur de la vie étudiante. Alors, une autre question qui nous vient, alors je rebondis, on passe un petit peu du coq à l'âne. Faut-il sortir d'une école de commerce pour entreprendre? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non, non. Je crois d'ailleurs que la démonstration est faite. Même si je dirige une grande école, même si j'anime le groupe de travail entrepreneurial à la conférence des grandes écoles, même si je suis vice-président du chapitre des écoles de l'agent, et là, je constate qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont fait un bac pro qui entreprennent par rapport au nombre de diplômés du supérieur. Donc non, ce n'est pas fondamental. Maintenant, je pense que la souffrance numéro 1 de l'économie française qui fait qu'on n'a pas su faire d'entreprises de taille intermédiaire, d'entreprises de croissance, fait qu'il y a trop peu de diplômés du supérieur qui créent des entreprises. Parce que quand on a la chance d'avoir fait une école supérieure du commerce, eh bien, si l'entreprise passe de 50 à 400 personnes, on sait encore la gérer. Alors que quand on n'a pas le privilège d'avoir fait des études supérieures, c'est beaucoup plus dur de gérer une croissance comme celle-ci. Là, il faut faire... Tant qu'on gère une petite entreprise de 30, 40 personnes, ce qui est une belle entreprise, je ne suis pas en train de catégoriser les entreprises, ça nécessite moins d'outils de gestion, ou de commerce, ou de marketing, ou de ressources humaines. Mais quand elle commence à faire 400-500 salariés, là, il faut quelques outils quand même. Qui plus est, il est évident qu'il faut être bilingue, voire trilingue. Donc quand on a fait une école supérieure du commerce, on est tout simplement avantagé pour créer et réussir un projet de création d'entreprise. Il y a déjà une question qui nous est passée par Jean B. Comment se passe le cursus international justement? Est-ce que c'est compatible entre le montage d'une entreprise, le développement d'une entreprise, l'incubateur, et de partir à l'étranger? Est-ce qu'on peut concilier tous ces parcours dans le programme Grande École? Alors je crois que non seulement c'est compatible, mais je dirais presque que c'est fondamental. Jean B, c'est comme moi que c'est pas parce qu'il n'est pas à un endroit physique permanent qu'il va arrêter son projet. Quel que soit l'endroit où il va se trouver, en France ou dans le monde, il peut continuer intellectuellement son projet.
Qui plus est, nous, on essaye d'effectuer le plus d'échanges possible avec des gens qui ont eux-mêmes un incubateur, de telle sorte que le projet ne s'interrompe pas, qu'il soit accompagné là où il est parti pendant un semestre ou une année. Deuxième chose, je pense qu'il est bien de s'imprégner de la culture d'autres pays pour enrichir son propre projet. Peut-être en profiter pour se créer des ambassadeurs intéressants pour demain. Autant choisir un pays où on a prévu d'exporter son concept. Et puis dernière chose, ce qui me paraît intéressant, c'est peut-être qu'on se rendra compte d'ailleurs au travers des études qu'il faut d'abord la créer ailleurs et ramener une filiale en France parce que le marché est plus porteur. Je vais donner un exemple concret. On a créé une entreprise sur la Technopole dans le rachis, la prothèse du rachis. C'est le bas de la colonne vertébrale, malheureusement, il y a des fractures, des vieillissements et autres. Et cette jeune entreprise a eu beaucoup plus de facilité à percer dans le marché américain que dans le marché français et européen, pour des tas de raisons, voilà, de capacité d'innovation dans le domaine médical, de capacité à pénétrer le marché. Bon, aujourd'hui, elle est installée au Texas, elle est aussi présente sur l'Asie, et elle a toujours une entreprise de 100 personnes sur la Technopole, où il y a le siège social. Bravo. Moi, je dis bravo. Simplement, le fait d'aller s'installer plus vite aux États-Unis a permis de pérenniser un établissement en France. Sinon, peut-être qu'il n'aurait pas duré. Et c'est une entreprise qui est en train de préparer son entrée en bourse aux États-Unis. Alors après, la question qu'il faut se poser, c'est la vraie question qu'il faut se poser. C'est comment on fait pour intéresser des entreprises à venir s'installer chez nous, à rentrer en bourse chez nous, plutôt que de leur imposer de rester. Moi, je pense qu'on ne peut jamais rien imposer à un dirigeant. Il faut juste le mériter. Alors, avant d'être dirigeant, il faut passer par la création. Et c'est vrai qu'il y a deux questions un peu comparables de Johanna et de je ne sais plus qui vous demande dans un contexte économique quand même aujourd'hui, où par exemple on remet en cause presque le statut, on veut limiter la durée du statut d'auto-entrepreneur. Enfin, est-ce qu'il est encore facile est-ce qu'on a de devenir créateur d'entreprise dans un contexte économique pas toujours aisé? Je crois qu'il est plus facile aujourd'hui qu'il y a 10 ans de le devenir en France. Il y a des termes comme business angels, capital risque, qu'on utilise assez communément, alors que ça n'existait pratiquement pas il y a 10-15 ans. Donc, vous parliez d'incubateur dans l'enseignement supérieur, ça s'est quand même considérablement développé. Ça n'existait pas, toutes ces structures, il y a 15 ou 20 ans en France. Donc oui, c'est plus facile. Ensuite, je pense qu'il faut qu'il y ait une incitation plus forte, et notamment dans cet ouvrage, je recommande 2-3 idées, je peux les développer. C'est un étudiant qui sort de ses études supérieures et qui a dû emprunter quelques fois pour financer ses études, et il faut peut-être lui donner un petit peu quelque chose pour qu'il vive, quoi, parce que s'il faut en plus qu'il emprunte pour commencer à créer son entreprise, il ne va peut-être pas la créer, surtout que les étudiants diplômés de nos écoles ont souvent des offres intéressantes comme salariés. Donc il faut les inciter à s'intéresser à la création d'entreprise. Donc je recommande de créer un statut de jeune étudiant entrepreneur, en tout cas de donner de quoi vivre décemment après les études, quitte à rembourser sur les premiers dividendes. Je ne dis pas que c'est une subvention, une avance remboursable sur les premiers dividendes, parce que quand on a gagné beaucoup d'argent et qu'il faut rendre 30 ou 40 000 euros, c'est rien. Mais au moins, on a commencé du coup. La deuxième chose, je pense que l'idée qui avait consisté à évoquer qu'on allait leur prendre l'intégralité de leur plus-value, oui, heureusement, on est revenu en arrière, parce que c'est vrai que si celui qui crée une entreprise n'est pas animé par l'envie de s'enrichir, c'est vite embêtant. À un moment donné, pour moi, l'objectif numéro 1 de l'entreprise, c'est gagner de l'argent. Et le numéro 2, par incidence bénéfique, c'est de créer de l'emploi. Mais ça ne peut pas être l'objectif de créer de l'emploi. C'est l'incidence favorable et heureuse. Donc, il faut donner l'envie aux jeunes de gagner de l'argent, cette capacité à conduire lui-même le projet qu'il a imaginé plutôt que d'être salarié et quelqu'un le conduise à sa place. C'est un peu d'adrénaline, beaucoup de plaisir, mais il faut recréer cette envie. Et je pense que oui, c'est assez facile de créer une entreprise. Il y a des lois comme la loi TEPA qui ont quand même très largement favorisé l'investissement dans les PME. Donc ça donne aussi un bon coup de main. Je pense, voilà, dans mon bouquin, il faut qu'ils le lisent. Il y a quelques idées supplémentaires qui, j'espère, seront entendues par les décideurs politiques ou économiques pour qu'on en mette quelques-unes en route très rapidement et puis qu'on favorise encore, qu'on évite ce genre de questions. Voilà. Le simple fait qu'un jeune de 20 ans se dise « pensez-vous qu'il est encore possible de », ça fait déjà peur quand même. Alors justement, la création d'un statut d'étudiant entrepreneur, vous évoquez également, vous avancez l'hypothèse de la création d'une filière entrepreneur-études à l'image de ce qu'on fait en sport-études par exemple. Est-ce que ça a des chances d'aboutir un jour, de voir le jour?
Bah, je suis très confiant. Je suis très confiant sur les deux sujets. Il y en a un qui a été repris et qui va peut-être être sélectionné dans les idées des assises de l'entrepreneuriat qui a conduit Fleur Pellerin avec Geneviève Fioraso. Donc c'était en tout cas une des suggestions qui a été remontée sur le statut. Euh, bon, quand ça arrive sur les bureaux du ministre, on a bon espoir que ça ne reste pas sans suite. Surtout que c'est pas très compliqué à mettre en œuvre, c'est juste un peu de bon sens. La deuxième filière entrepreneur-études, je pense qu'il est urgent d'agir là. Je l'avais déjà faite celle-ci il y a quelques années. Je l'ai redéveloppée un peu plus de manière consistante. Et je pense qu'il est urgent d'agir parce que dans le secondaire, il y a une hyper-sélection par l'hyper-académique. Or, c'est dommage parce qu'on se prive de tout un tas de talents qui n'ont peut-être pas un très très bon niveau académique, qui n'accéderont pas dans les meilleures écoles françaises ou internationales, mais qui pourraient peut-être entreprendre finalement. Et vous évoquiez à l'instar de sport-études, bien, il y a des gens qui ont réussi des belles carrières dans le milieu du sport, on pourrait donner des noms assez facilement, ils n'ont pas tous eu le bac S avec mention très bien, ni une école d'ingénieur derrière. Donc si on faisait la même chose dans le domaine de l'entrepreneuriat, ce serait peut-être pas mal. Et qu'on remporte quelques victoires, comme certaines équipes de hand ou de rugby, dont on peut se flatter d'être français par moment. Voilà, c'est la simple idée. Et entrepreneur-études, je pense, je vais former un vœu, puisqu'au lendemain de la conférence de presse de lancement de l'ouvrage, le recteur de l'Académie de Champagne-Ardenne, dont je suis, m'a convié à déjeuner en me disant ton idée m'intéresse et j'aimerais bien qu'on la mette en route sur le territoire à titre expérimental. Donc, ouais, je serais très heureux de la démarrer de manière expérimentale sur quelques territoires. Je pense qu'il serait bien en France qu'on accepte d'expérimenter des idées avant de les généraliser, parce que le fait de vouloir les généraliser bloque, crispe tout de suite le système. Alors que si on le faisait avec 3-4 zones volontaires dans un premier temps, avec des proviseurs volontaires, et qu'on se dise on fait pendant 2-3 ans pour voir ce que ça donne, parce qu'on n'est jamais sûr d'une idée comme ça. Et si on le faisait, et qu'on dise on l'étendra au reste quand on sera sûr que ça fonctionne bien, ça irait mieux que de vouloir le généraliser immédiatement. Donc oui, je suis toujours un peu naïf et j'espère toujours que les idées vont être retenues et qu'elles vont avancer. Il y a un terreau en Champagne-Ardenne et dans l'Aube en particulier. Je pense qu'il y a d'autres régions. Je pense qu'il faut Montpellier a beaucoup de qualités entrepreneuriales aussi. Il y a d'autres territoires français. À Nantes, il y a une technopole qui marche très très bien. Donc c'est pas exclusif à l'Aube. Peut-être que l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose qu'une start-up pour moi. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de souplesse, beaucoup de créativité, beaucoup de réactivité. Il faut beaucoup de mobilisation. Donc tout ça, ça veut dire qu'il ne faut pas être trop gros, parce que dès qu'on commence à avoir des tailles importantes, cette gymnastique-là est un peu plus dure. Donc comme dans l'Aube, on est plus petit que certaines autres métropoles, mais ouais, c'est peut-être un peu plus facile pour nous finalement. Emma vous demande, une question un peu compliquée, j'avoue, pourquoi l'entrepreneuriat n'est-il pas valorisé dans les classements? Est-il trop tôt? Ça, Emma je partage la question d'Emma. Il faudrait qu'elle la pose aux brillants journalistes qui font les classements, plus qu'à moi. Je vais tenter de lui reformuler les réponses qui m'ont elles-mêmes été j'ai objecté, mais je ne suis même pas sûr, en tout cas, qui m'ont été répondues. La première, c'est de dire on n'a pas d'identifiant, on n'a pas de marqueur binaire. Vous savez, quand on dit il y a combien d'étudiants chez vous, il y en a combien qui ont eu 16, il y en a combien qui sont partis à l'étranger, c'est des chiffres. L'entrepreneuriat, c'est un peu plus flou, parce que quand on pose une question, moi je dis une entreprise, un projet a réussi quand il a 4-5 ans, hein, dans les 2 premières années. Donc il faut attendre 5 ans pour parler véritablement de résultats. Deuxièmement, parce que c'est une rupture, ce serait une rupture dans les classements, dans ce sens où il faudrait admettre de changer des critères, et quand on change des critères, d'une année sur l'autre, ça peut rompre complètement les classements. Donc l'école qui se retrouve 5e pourrait être 15e, celle qui se trouve 14e pourrait se retrouver 3e. Si on change des critères de manière absolue, ça bouscule complètement les classements. Et je pense que ça ferait beaucoup de mécontents, donc beaucoup de râleries. Et puis, si j'étais un peu plus provoque, mais juste pour l'humour, je pense que les journalistes ne cherchent pas exclusivement à enseigner, mais aussi à vendre leur support. Je
Je pense que c'est vrai. Avant de revenir, une autre question un petit peu polémique, avant de revenir pour conclure sur vos modes de recrutement qui nous sont demandés. L'ESC3 nous demande, imagine, l'ESC3 peut-elle rester à l'écart des mouvements de concentration? Alors, peut-elle rester je ne sais pas. Enfin, mouvement de concentration, le mot est un peu fort. Pour le moment, on est en train de parler de mouvement de concentration. Ça touche essentiellement trois sites. Hein. Ça touche Euromède avec Bordeaux. Ça touche Reims-Rouen, le jour où ça existera. Ça touche FBS. Voilà, en gros, c'est ça que ça veut dire. Je pense qu'il n'est pas illogique que dans n'importe quel univers, il y ait des stratégies différentes. Voilà. C'est pas le choix que j'ai fait. Je pense que les leurs sont fondés, réfléchis, structurés. Je n'ai pas à juger. Moi, je pense qu'en tout cas, la concentration doit apporter une valeur ajoutée. Si c'est juste un problème de taille, ça ne m'intéresse pas du tout. Je pense que le fait puisque si je prends notre cas, dans le SC, on est des promos de 140. Et je ne veux surtout pas monter au-delà. 130, 140, on a une proximité avec les élèves. Je sais faire de l'entrepreneuriat dans les petites tailles. Je sais faire de l'individuel. Et je sais faire en sorte que mes étudiants de l'ESC ne soient pas trop nombreux non plus par rapport aux autres programmes, notamment l'école supérieure design, pour que tout le monde bosse ensemble. Donc là, ça impose quelques règles rudimentaires. Donc, grandir avec des gens qui feront autre chose que ce qu'on sait déjà faire, par exemple des écoles d'ingénieurs, pourquoi pas. Grandir avec des gens qui font la même chose que nous ailleurs en France ou à l'étranger, ça m'intéresse, mais à condition qu'ils aient cette même pluridisciplinarité et pas exclusivement des écoles de management. Voilà, c'est un choix différent, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi il faut échapper ou pourquoi il faut rentrer. Enfin, dans les stratégies, c'est un peu le but des ESC d'ailleurs de l'enseigner. Mais dans les stratégies, il y a Total, puis il y a Nestlé. Nespresso, c'est pas mal non plus comme réussite, il n'y a pas que Total. Puis après, il y a Coyote, il y a 100 salariés. Donc il n'y a pas que des méga entreprises du CAC 40, il y en a 36 ou 40 qui sont énormes. Puis après, il y en a des petites. Et puis finalement, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les PME qui font vivre économiquement le territoire français et ailleurs dans le monde? Donc voilà, non, j'ai pas de velléité à vouloir copier les autres. Et il peut y avoir des intérêts plus importants, je comprends. En tout cas, ce n'est pas ce qui m'anime pour le moment. Ce qui m'anime, c'est d'apporter une valeur ajoutée intéressante dans la pédagogie que je dispense aux étudiants qui ont choisi de venir chez nous. Alors justement, vos candidats viennent d'issus d'horizons différents. Vous avez toujours favorisé le brassage des cultures d'origine universitaire, internationale. À l'heure où on montrait du doigt les admissions parallèles, vous avez toujours prôné ce système de recrutement. Aujourd'hui, il s'est imposé. Vous avez eu raison il y a 10 ans. Qui sont vos candidats? D'où viennent-ils justement ces 140? Vous n'allez pas faire grossir vos effectifs, mais qui sont-ils? Et Fabien Pirlot, je crois savoir, n'est pas forcément issu de prépa non plus, donc c'est aussi une belle réussite et porteur d'avenir pour certains. Qui sont vos candidats? Mais déjà à l'époque, Karine, ce qui m'ennuyait, c'est d'avoir que des prépas. Les prépas ont des vraies qualités. Mais s'ils sont seuls, je ne suis pas sûr qu'ils les exploitent bien, leurs qualités. Alors qu'à l'époque, effectivement, quand j'ai ouvert la brèche du recrutement parallèle, ce n'était pas très répandu. C'était presque dangereux vis-à-vis des classes préparatoires. Et aujourd'hui, on est à peu près 50-50 en termes d'intégration, j'allais dire universitaire, hein, DUT, BTS ou autres, et puis élèves de classe prépa. Je m'en félicite. Les uns ont des qualités que les autres n'ont pas, et réciproquement. Donc le mélange des deux fait que chacun a un peu plus de qualité déjà. Rien que le fait de se rencontrer sans qu'on ait encore travaillé, ils ont déjà un peu plus de qualité. C'est quand même génial. Deuxième chose, ils baignent avec environ 300 jeunes en provenance de 40 pays. D'un seul coup, on se rend compte que celui qui n'a fait ni une filière universitaire ni une prépa en France est brillant aussi. C'est intéressant de rencontrer le petit russe ou l'australien ou l'américain. Donc ça marche très bien. C'était peut-être déjà un peu ce germe-là à l'époque de dire soyons pas dans l'unicité de la sélection.
Aujourd'hui, d'où ils viennent, je crois qu'ils se reconnaissent dans cette volonté de rencontrer d'autres différents d'eux, nos candidats. Ils sont sans doute pas académiquement les plus brillants, parce que sinon ils feraient HEC l'ESSEC, j'en ai bien conscience, hein. Par défaut le SCP, donc on est loin derrière. Mais ça ne me gêne pas, je pense qu'il en faut. Je l'ai souvent dit et je le redis ici, nos écoles, les nôtres n'existent que parce que les très grandes existent. Et les très grandes qui prennent les plus brillants académiquement, ça ne me pose aucun souci, ceux qui rentrent chez moi sont très brillants. Ils ont cette volonté de rencontrer des gens différents, ils savent qu'ils vont pouvoir avoir des cours de créativité avec des gens qui interviennent dans une école de design, ce qui n'est pas offert sur tous les territoires. Ils savent qu'ils ont accès en permanence à la Technopole et à son incubateur, qu'il y a des travaux en commun avec l'école d'ingénieurs. Donc voilà, c'est ceux qui sont intéressés par ces paramètres-là et qui savent qu'ils pourront plus facilement s'exprimer dans une promo de 150 que dans une promo de 400. Alors il y en a dans les promos de 400 qui ont plus le profil des promos de 400, puis il y en a dans les petites promos de 150 qui sont plus heureux dans une promo de 150. Et tous les ans, on a d'excellents candidats en provenance des classes préparatoires comme des filières universitaires. Et encore une fois, le conseil que je donne à un jeune, parce que qu'il aille passer l'oral dans l'école. Je crois qu'en une journée, voir s'il peut rester une soirée, il faut qu'il sente l'école. Une école, ce n'est pas une punition, hein. Les études, c'est un privilège. Faire des études, c'est un privilège. C'est du simple bonheur. On ne s'en rend pas toujours compte à 20 ans, mais c'est du simple bonheur. Et il faut vivre 3 ans heureux. Moi, je me rends compte dans mes équipes de cadres, tant dans mes différentes structures, que les gens heureux sont naturellement meilleurs que les autres. Donc, il faut choisir une école où on va être heureux parce que les résultats vont directement en dépendre. Et si je prenais un exemple, souvent, ceux qui viennent dans l'école supérieure de commerce chez nous se croient dans les premiers mois plus forts que certaines autres formations chez nous. Et puis, dans des domaines, c'est vrai. Si on fait une synthèse, une épreuve de synthèse, c'est souvent vrai. Et puis on a mis en place quelque chose de particulier à Troyes qui peut être vécu par ces candidats-là aussi, hein. On a la chance d'avoir Christian Bradel qui joue actuellement dans Nos Limites. Donc il est comme un acteur un peu connu maintenant. On a la chance qu'il habite Troyes, qu'il soit un ami et qu'il veuille bien consacrer tous les jeudis après-midi à mes étudiants. Et on est en train de mettre en place les jeux de l'improvisation. Donc on met un ring de boxe dans l'arène que vous connaissez. Et puis on prend toutes les formations, y compris les écoles d'ingénieurs. On n'est pas que dans notre groupe, on est avec les autres. Et puis, vous savez, on donne un thème, vous avez 15 secondes pour préparer, puis après, en piste, pendant 3 minutes. Et ils doivent jouer un rôle. Avec des arbitres professionnels, on fait tout bien une soirée, après à peu près 6 mois de préparation. Et là, d'un seul coup, on se rend compte que les jeunes qui ont fait l'école supérieure du design sont quand même beaucoup plus brillants dans l'improvisation. Ils ont une capacité créative très supérieure. Alors, ce n'est pas leur faute, hein, les autres, mais on les a fait devenir un peu cartésiens quand même, hein, dans le raisonnement. Et à cet instant-là, ce qu'il faut, c'est que n'importe quel élève se rende compte, avant de devenir cadre dirigeant, où sont les qualités dans mon entreprise pour que je gagne le projet que je veux monter. Et s'il est là, peu importe le parcours qu'il a suivi, c'est lui qui a cette qualité pour gagner. Et le fait d'être dans une école comme la nôtre, eh bien, je crois, permet de le faire 4-5 ans plus tôt. Alors, vous comme Émilie, qui un jour est venue passer les euros dans votre école et n'en est jamais repartie, majeure de promo de plusieurs grands concours en admission parallèle, par exemple. D'ailleurs, je vous invite à retrouver l'intégralité de son interview sur le site Studyrama Grande École. Et puis pour conclure, je voudrais quand même rappeler cet ouvrage, donc le groupe ESC3, le droit à l'expérimentation, et rappeler quand même que le SC3 s'est fait une place parmi les grandes et que la préface est écrite par le directeur d'HEC, Bernard Amanonsou. Comme quoi, vous parliez d'HEC, vous évoquiez effectivement des profils faits pour aller à HEC, mais vous êtes quand même salué par vos pairs et pas des moindres, si je puis dire. Francis Bécard, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé votre temps. Merci à vous, internautes. Nous vous donnons un rendez-vous pour un prochain live Studyrama. À très vite.